Bonjour à tous. Donc c'est la dernière table ronde de ce volet mobilité du forum Zéro Carbone. On va parler de la ville versus son agglomération, une nouvelle division sociale. Pour en parler, j'accueille ici Marie Huyghe. Bonjour, vous êtes consultante en mobilité et docteur en urbanisme. Julien Honard, vous êtes fondateur de l'application de covoiturage Klaxit et vous êtes président de l'association de l'Alliance des mobilités. Et Jean-Baptiste Schmida, vous êtes président de l'Association des acteurs de l'autopartage et PDG du réseau Cities. Bonjour à tous. Alors, Marie, on va peut-être commencer par vous. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous avez beaucoup relativisé cette notion de fracture qu'il peut y avoir entre l'agglomération, enfin entre la ville et son agglomération. Oui, en fait, il faut savoir de quel type de fracture on parle. Alors, si on parle de fracture géographique, oui, effectivement, on voit souvent que entre le cœur d'agglo et la périphérie, il peut y avoir des fractures de type une voie ferrée, une autoroute, etc. Donc ça, c'est des fractures à franchir qui peuvent créer des difficultés de mobilité. Ok. Si on parle de fractures sociales, on observe parfois des phénomènes de gentrification avec les ménages les plus riches, les plus aisés qui restent en cœur de ville et les plus modestes qui partent à l'extérieur. Néanmoins, il ne faut pas considérer que les cœurs d'agglo, c'est les riches et les périphéries, c'est uniquement les pauvres. On observe, et je pense que c'est un processus qui s'est renforcé après le confinement, qu'on a des ménages qui choisissent de s'éloigner des cœurs de ville pour accéder à la propriété, pour accéder à un autre confort de vie. Donc voilà, je relativise la notion de fracture et on va en reparler après, parce qu'il faut savoir de quel type de fracture on parle. D'accord. Julien, lorsqu'on regarde un petit peu vos activités, vous travaillez beaucoup justement sur les réseaux de banlieue à agglomération. Est-ce que vous observez une fracture entre deux populations, entre deux accès à la mobilité, deux cultures de la mobilité ou pas ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fracture sur l'accès au mode de transport. En centre urbain, vous allez avoir un accès très facilité au transport public, éventuellement des nouvelles mobilités type trottinette électrique, scooter électrique, surtout dans les grandes métropoles. Et dès que vous allez vous éloigner, vous allez avoir de moins en moins de transport public et la voiture va devenir reine. Et la problématique, c'est que c'est principalement la voiture individuelle, chacun tout seul dans sa voiture. Et là, il y a une vraie inégalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la LOM, la loi d'orientation des mobilités, a été votée fin 2019. C'est pour faire en sorte que, où qu'on se trouve sur le territoire, on puisse avoir une solution de transport satisfaisante. Nous, ce qu'on s'attelle à faire pour le covoiturage, c'est faire du covoiturage domicile-travail le nouveau transport public des zones périurbaines, justement. Jean-Baptiste Schmida, c'est quoi votre point de vue sur cette notion de fracture ? Oui, il y a un vrai renversement. En fait, il y a 30 ou 40 ans, on disait il y a les captifs du transport public, c'est les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir... alors, c'est une expression qui n'est pas de moi, mais je l'aime bien. C'est les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à la voiture. Et en fait, aujourd'hui, ça s'est renversé. C'est-à-dire il y a les captifs de la voiture qui sont les gens qui n'ont pas d'autres solutions. Donc, les urbains, ils ont effectivement la palette des solutions de mobilité depuis tous les services qui leur sont offerts. Les micro-mobilités, le covoiturage, l'autopartage, les transports publics, et puis les autres qui, effectivement, aujourd'hui, n'ont pas le choix et n'ont pas forcément d'autres solutions que la voiture. Est-ce qu'on peut télescoper cette fracture sur l'accès à la mobilité à une typologie sociale, à une inégalité sociale ou pas ? Non, comme disait Marie, non. Il y a aussi des gens qui choisissent. C'est aussi des choix différents. C'est pas que de la fracture sociale aujourd'hui. Pourtant, Marie, quitter le centre-ville, c'est aussi parfois une contrainte économique. Donc, ça peut aussi donc être motivé par une contrainte économique. Et donc, du coup, on est sur une situation peut-être de déterminisme social. Alors, effectivement, s'éloigner du centre-bourg, s'éloigner des réseaux de transport en commun, des offres de mobilité, et s'ajouter une sorte de dépendance à la voiture, effectivement, évidemment, ça a des impacts financiers. Et pour des ménages qui subissent le départ du centre-bourg ou du centre-ville, qui choisissent de s'éloigner pour accéder à la propriété, évidemment, c'est peut-être une double peine. Donc ça a des impacts financiers. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, les impacts financiers de la mobilité ou de cet éloignement ne sont pas toujours bien pris en compte par les ménages.
Et ce qu'on observe aussi, c'est que, alors je citais quand on a préparé cette table ronde l'exemple de Grenoble, qui a fait l'exercice de se dire, alors les ménages qui s'éloignent du centre-ville de Grenoble, est-ce que donc finalement leur routine de mobilité, ça va avoir un coût? Est-ce que c'est plus intéressant pour eux de s'éloigner ou de rester? Et ils se sont bien rendus compte que pour accéder à la propriété, c'était beaucoup plus intéressant de s'éloigner, même si on tenait compte du budget mobilité. Donc ça a un surcoût, mais parfois ça ne compense même pas le surcoût du foncier ou de l'immobilier. Tout à l'heure, Julien, vous parlez de la LOM. Est-ce qu'il y a un enjeu peut-être de gouvernance sur comment est-ce qu'on harmonise une politique de mobilité intramuros et extramuros? Comment est-ce qu'on prend en compte un tout finalement de l'agglomération et ne pas opposer les mobilités? Je pense qu'aujourd'hui, la LOM résout à peu près la problématique. En fait, la LOM, c'est avant tout une boîte à outils qui est très complète. Bien sûr, il manque toujours quelques petites choses, mais globalement, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut que les AOM, les autorités organisatrices des mobilités, se saisissent de cette LOM. C'est elles qui sont en ligne, c'est elles qui doivent financer ces nouvelles mobilités. Et l'enjeu est plutôt d'appliquer la LOM et la déployer dans les territoires plutôt que de retrafiquer la LOM, entre guillemets. Il y a plein de choses dedans. Vous avez les AOM, c'est les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les métropoles. Elles se sont, suite à la loi NOTRe, pas mal élargies, donc elles prennent déjà un bassin intéressant. Et il y a même maintenant des notions d'aire urbaine, donc qui vont un peu au-delà de la métropole pour vraiment couvrir tous les gens qui ont une attraction avec une grande métropole et qui justement font là des trajets domicile-travail assez longs. Ce qu'on voit aujourd'hui, nous, dans les autorités organisatrices avec lesquelles on travaille, notamment Rouen Métropole, par exemple, ou Montpellier Métropole, quand ils vont subventionner le covoiturage, ils vont subventionner tous les trajets qui rentrent dans la métropole, mais y compris ceux qui en sortent, qui sortent du périmètre géographique. Ce qu'ils ne peuvent pas faire avec du transport en commun classique, parce que là, le périmètre est assez clair, on va dire, le bus s'arrête globalement à la frontière. Par contre, le covoiturage, comme il s'agit de subventionner et que c'est globalement des lignes virtuelles, on va dire, ça leur permet justement d'aller financer, subventionner des gens qui sont attractifs pour la métropole parce qu'ils habitent en dehors du ressort territorial. Donc avec ce nouveau mode, ils peuvent aller chercher des gens qui sont justement dans l'aire urbaine et pas uniquement dans la métropole. Marie, vous vouliez réagir? Ouais, pour compléter sur cette question de la gouvernance et pour faire le lien avec cette question de la fracture, ce qui a beaucoup changé ces 2 dernières années, c'est que les territoires périurbains et ruraux ont pu s'emparer de la compétence mobilité et ont pu commencer à agir sur les questions de mobilité. Donc on ne peut plus considérer que la mobilité, c'est une question de centre-ville où il se passe des choses et qu'il ne se passe rien en rural. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit et il y a un dynamisme fou dans les territoires ruraux et périurbains ces 2 dernières années. Ça, ce que vous nous décrivez, c'est récent. C'est récent. Historiquement, il n'y a pas quand même que... Non, c'est récent et c'est intrinsèquement lié à la LOM qui a permis aux communautés de communes de s'emparer de la compétence mobilité. D'accord. Jean-Baptiste? Oui, je confirme que c'est un vrai changement. L'autopartage, c'était au départ destiné au centre urbain et de plus en plus, on a des demandes de communes ou d'habitants. C'est lié à la LOM, c'est aussi lié un peu au phénomène des gilets jaunes, où on s'est rendu compte des problématiques de mobilité et qu'il fallait trouver des solutions pour l'ensemble des habitants et pas uniquement pour les habitants des centres-villes. Et c'est en train de se développer. Les Comcom, effectivement, les petites villes disent nous aussi, on veut des solutions de mobilité. Alors, ce n'est pas du transport lourd, ce n'est pas de l'infrastructure, mais elles vont mettre en place des solutions souples entre du TAD, du transport solidaire, du covoiturage, de l'autopartage, un panel de solutions qui soit adapté à ce territoire-là. Mais le leg, c'est quoi? Parce que c'est vrai que si c'est nouveau, le leg, c'est quoi? Le leg, c'est une fracture de gouvernance, parce que c'est vrai que remettre en place un plan de mobilité, c'est long, c'est très 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 long. C'est long. En fait, tout part du mode de développement urbain. Et c'est vrai qu'on a eu un mode de développement urbain autour de la périurbanisation et petit à petit de l'abandon des services. Et effectivement, il faut remettre ça en place. Il faut, j'allais dire pour moi, urbaniser autour des axes de transport en commun. Je crois que c'est ça un des axes et arriver à... Et c'est un écosystème qu'il faut recréer progressivement avec des services, des communautés qui permettent aux gens de aussi vivre
relativement proches de leur territoire, même en dehors des cœurs des grandes agglos, quoi. Mais je pense qu'il y a eu un mouvement très fort de métropolisation. On a parlé de les grands centres-villes urbains, et aujourd'hui, il y a un mouvement inverse qui s'amorce, mais ça prend du temps. Marie ? Oui, ce qui va prendre du temps aussi, c'est que ceux qui vont agir dans les territoires ruraux et périurbains, c'est des élus, c'est des techniciens qui, avant, ne travaillaient pas sur la mobilité. C'était pas une compétence pour eux. Donc ça veut dire que ce qui va prendre du temps, c'est de former ces territoires-là. Aujourd'hui, il y a un déficit d'ingénierie et il y a un déficit de financement. Donc il y a aujourd'hui énormément d'appels d'offres d'appels à projets qui permettent de capter des subventions pour travailler sur la mobilité. Mais ce qui va prendre le plus de temps, je pense, c'est de former les élus et les techniciens sur cette question. Julien ? Je suis complètement d'accord. L'enjeu de cette LOM, c'est la déployer sur les territoires et le plus rapidement possible. Effectivement, le risque, c'est que le temps que les nouveaux élus et techniciens s'imprègnent des solutions, en fait, ça prenne 10 ans. Donc nous, on essaie d'accélérer ça avec donc l'Alliance des mobilités qui regroupe en fait l'ensemble des acteurs du covoiturage, de l'autopartage, du free floating, vélo, trottinette, scooter, et le parking intelligent au sein du CNPA. Et donc, on a 2 axes de travail en ce moment. Le premier, c'est une proposition d'appel à projet avec un cofinancement de l'État, c'est-à-dire que les AOM, pour tout projet de nouvelle mobilité, recevraient un financement à 50% de l'État dans les 3 ans à venir pour se dire, voilà, c'est maintenant qu'il faut démarrer. Il y a 3 ans pour accélérer, donc faisons-le maintenant. Et le deuxième axe, c'est qu'on est en train de travailler sur un guide des nouvelles mobilités, un guide hyper pratique à destination des AOM pour leur dire qu'est-ce qu'elles peuvent attendre de chaque mode. Il est adapté pour quel type de trajet, combien globalement ça coûte, quelles sont les bonnes pratiques. Et on va faire ça avec l'ensemble des opérateurs pour avoir quelque chose de crédible et de pertinent, de simple à mettre en place pour les AOM. Marie, en préparant la table ronde, vous m'avez dit quelque chose qui était assez intéressant. C'était que lorsque les personnes décidaient de quitter le centre-ville, ils ne prenaient pas le critère de mobilité comme un critère déterminant de leur choix. En fait. Ils partaient, mais sans prendre en compte cette contrainte. Pourtant, lorsqu'on s'éloigne, la mobilité a un autre coût. Et parfois, si on prend une voiture, c'est très cher. Oui, alors ça rejoint un peu ce que disait Christophe Gay tout à l'heure quand il disait la mobilité, c'est aujourd'hui l'outil au service de notre mode de vie, au service de nos différentes activités. Et aujourd'hui, la mobilité, c'est ce qui va nous permettre d'assurer notre emploi du temps quotidien. Et donc, partant de là, effectivement, les individus s'éloignent et puis se diront que la mobilité suivra. Et effectivement, ce qu'ont montré beaucoup d'études, c'est qu'aujourd'hui, le coût de la mobilité n'est pas calculé. Et souvent, il est largement sous-estimé. Ça, on l'a beaucoup montré. Le coût de la voiture, il est souvent calculé uniquement en se basant sur les coûts d'essence, parfois d'assurance, mais tout le reste, tout ce qui est péage, réparation, achat de la voiture, etc., n'est pas pris en compte. Donc, globalement, les gens ont une méconnaissance totale de leur budget voiture. Ouais, vous êtes d'accord avec ça, M. Schmieder ? Ah oui, complètement. Non, mais c'est évident que c'est des externalités qu'on ne prend pas en compte, des coûts sociaux les coûts sociaux, les coûts climatiques, le coût carbone. Exactement, et c'est sûr que... C'est-à-dire que les gens, ils ne partent pas en agglomération, en périphérie, en se disant, de toute façon, je vais trouver des solutions d'autopartage ou de covoiturage, c'est ça ? Mais ils ne réfléchissent pas, ils partent parce qu'effectivement le prix du foncier est plus accessible, parce qu'ils ont envie d'un peu de verdure, etc. Et c'est après où on se rend compte des externalités, qu'effectivement il faut 2 voitures, et puis après quand les enfants grandissent, il faut 3 voitures, il faut 4 voitures, et à un moment donné, effectivement, ça explose, quoi. Et donc ils vont chercher d'autres solutions, et du coup aujourd'hui on a des habitants des territoires qui nous disent on va pas rajouter la 5e voiture pour le 3e enfant, mettez-nous de l'autopartage. Ouais. Pourquoi les gens partent alors ? Parce que c'est vrai que quand on pense à la périphérie, on pense souvent à maisons individuelles. Récemment, le gouvernement a réagi un petit peu sur la culture de la maison individuelle avec toutes les problématiques que ça peut poser. Souvent, la maison individuelle, ça veut dire voiture individuelle. Ça, c'est une réalité ou pas, ça ? Alors, est-ce que la maison individuelle est le problème ?
Si on s'intéresse aux questions de mobilité, je dirais non. Parce que vous prenez une maison individuelle en centre-bourg, avec un centre-bourg qui a des équipements, des services, des commerces, l'école. Que vous habitiez dans une maison individuelle ou dans un petit collectif de centre-bourg, ça ne change rien. Ce qui est problématique, c'est la manière dont on a aménagé les territoires ces 50 dernières années. C'est les aménagements de lotissements à 3 ou 5 kilomètres de la première école. C'est les zones commerciales qui ne sont absolument pas pensées pour être accessibles autrement qu'en voiture. C'est ça qui est problématique si on considère les questions de mobilité. Là-dessus, on est clairement sur deux cultures de la mobilité complètement différentes. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est en centre-ville, on a des points de proximité. Une fois qu'on est dans des lotissements, là, c'est la voiture pour faire ses courses, pour acheter une baguette, pour amener les enfants à l'école. Le gouvernement a raison de réagir un petit peu sur ce culte de la maison individuelle, Jean-Baptiste Schmieder. Oui, à mon avis, effectivement, c'est toujours pareil, il faut aller doucement et pas casser les rêves complètement, mais je pense qu'il faut réorienter, comme je disais, il faut aujourd'hui réorienter et dire on urbanise autour des axes de transport en commun et de dire effectivement, il est plus possible de construire dans des endroits où il y a zéro desserte de transport collectif, où il faudra ramener de la route, et de toute façon, on sera dépendant de la voiture. Donc, je pense que oui, il y a... Mais justement, ça veut dire que l'agglomération doit se repenser vers plus de densification ? Exactement, il faut reconstruire la ville sur la ville. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas le choix. Enfin, il y a des objectifs à un moment donné de dire on arrêtera d'artificialiser des terres agricoles si on veut redévelopper des circuits courts, une agriculture durable. Et donc, il faut reconstruire la ville sur la ville. Et il faut que ce soit donc, des espaces agréables pour que les gens, effectivement, quand ils ont des enfants, ils ne se sentent pas obligés, ils n'ont pas forcément envie de quitter la ville, mais parce qu'ils peuvent avoir accès à des espaces en ville qui soient agréables. Densité ne veut pas dire que c'est agréable, c'est la manière de l'aménager. Il faut qu'il y ait des espaces verts. Et c'est aussi en reprenant à un moment donné de la place sur la voiture qu'on pourra le faire. Ouais. Harry ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut travailler sur l'existant. On ne peut pas penser que pour l'urbanisation à venir. Donc, repenser l'existant, ça peut être reconstruire la ville sur la ville. Ça peut être, par exemple, ces fameux lotissements dont je parlais là, qui aujourd'hui sont faits autour de la voiture. On a tous en tête l'image du lotissement avec la raquette, etc. Ces lotissements, déjà, on peut travailler à ce qu'ils soient accessibles ou en tout cas agréables pour les piétons, sécurisés pour les vélos. Je parlais des maisons en cœur de bourg. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, ces maisons ne répondent pas aux envies et aux attentes des personnes qui veulent accéder à la propriété, parce qu'il n'y a pas d'espace extérieur, parce que c'est trop petit ou que sais-je. Donc, il faut aussi retravailler sur l'existant. Julien, je vais un peu pousser le sujet dans les retranchements du débat. Si on prend l'agglomération parisienne avec le périph', avec sa banlieue et sa ville de Paris, où il y a un certain nombre de mesures qui sont prises justement sur la démotorisation, est-ce que là, on n'est pas clairement sur une fracture assez exacerbée entre une petite couronne ou même une grande couronne encore assez dépendante, donc en tout cas qui a une culture de la voiture, et une ville intramuros qui exclut la voiture? Est-ce que là, on n'est pas clairement, le périph' n'est pas devenu une ligne de fracture? Je ne sais pas si on peut dire que la grande couronne a une culture de la voiture. Je pense que s'ils pouvaient se passer de la voiture, ça fait bien longtemps qu'ils l'auraient fait, mais ils n'ont juste pas de choix. Alors que le réseau de transport en commun est ultra développé en Île-de-France. Enfin, c'est un des meilleurs réseaux du monde. Et on voit que, voilà, même avec le meilleur réseau du monde, les abonnés Navigo, ce n'est pas 100% de la population d'Île-de-France, parce qu'il y a plein d'endroits où en fait, vous êtes obligé de prendre la voiture pour avoir un trajet, on va dire, avec un temps de parcours correct. Si vous voulez faire par exemple Levallois, Saint-Quentin-en-Yvelines sur la ville nouvelle, vous mettez 1h30 en transport en commun, avec 2 changements, vous mettez 3/4 d'heure en voiture, même avec les bouchons. Donc là, clairement, voilà, vous gagnez un tel temps par jour que de toute façon, c'est invivable de le faire en transport en commun. Donc je ne pense pas que la deuxième couronne a une culture de la voiture. C'est juste que, en fait, la voiture est un connecteur un peu universel. En tout cas, ils en ont une, en tout cas.
Oui, que ce soit un choix ou pas, ils en ont une. Oui, et la question Sauf c'est plutôt que comment... l'intramuros est de plus en plus fermé à la voiture. Oui, alors après, si on prend par exemple le covoiturage, nous sur Paris Intramuros, alors que la tarification est la même, donc elle est incitative, quand vous avez un pass Navigo, vous avez 2 trajets gratuits par jour en covoiturage. Ouais. On fait, donc la tarification est la même partout, on n'a pas bloqué Paris Intramuros, par contre ça fait 0,1% des trajets. Même quand il y a une tarification incitative, ça n'a aucun intérêt de prendre la voiture dans Paris. Aucun. Vous ne gagnez pas de temps, le parking est très cher, enfin c'est fait pour ça et c'est très bien parce qu'on y circule, si on n'est que sur de l'intramuros, on y circule parfaitement en vélo ou en trottinette, en scooter électrique. Par contre, dès qu'on passe sur première, deuxième couronne, là potentiellement on a besoin de la voiture et du coup c'est comment on rationalise son usage, comment on la partage pour que l'infrastructure existante soit adapté. Très clairement, s'il y avait 10% de covoiturage en Ile-de-France, le trafic serait fluidifié et l'infrastructure routière serait suffisante. Donc c'est comment on arrive à ces 10%. Jean-Baptiste Schmieder, le périph' parisien, c'est une ligne de fracture exacerbée d'un exemple d'une ville versus son agglomération. Oui, de fait, il y a des possibilités différentes, mais bon, je pense que les frontières vont se raréfier. Alors bon, nous on est plutôt présent en province qu'à Paris, hein, le réseau Cities, donc on parle plutôt des agglos de province. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec le développement de systèmes, par exemple le vélo à assistance électrique, par exemple, pour moi, est un mode qui va pouvoir casser parce qu'il casse les distances en disant avant le vélo c'était réservé au centre-ville et aux courtes distances et le VAE par exemple casse ces distances-là. Et nous par exemple, il permet d'ouvrir l'autopartage par exemple dans les vallées parce qu'avant on mettait la voiture en autopartage au cœur du village, mais la personne dit mais moi j'ai 4 km à remonter avant, comment je fais voilà, j'ai besoin d'une voiture et aujourd'hui, avec un VAE, finalement, il peut descendre et remonter ensuite chez lui et prendre la voiture en autopartage. Donc, on voit bien que ces frontières-là, elles sont en train de se casser avec les nouvelles mobilités qui sont en train de se développer. Julien ? Par contre, il y a quand même, il faut le dire, une problématique de gouvernance, si on parle de Paris et de l'Île-de-France. Oui. Et alors là, qui est exacerbée par ce qui se passe sur le périphérique parisien. Oui. Côté mairie de Paris, donc il y a la gestion du périphérique. Ils envisagent de réserver une des voies, ils le veulent, a priori ils le souhaitent, pour les JO et pour la suite au transport en commun, au covoiturage. La région y est opposée et on est sur 2 oppositions frontales sans possibilité de compromis qui n'aident pas du tout les mobilités de tout le monde. Et là, c'est une vraie problématique. Donc là, de gouvernance. Sur la gouvernance, on est sur un sujet exacerbé. En région parisienne. Effectivement, je trouvais que la gouvernance était plutôt bien réglée par la LOM en région. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas en Ile-de-France. D'accord. Marie, on va peut-être s'approcher du mot de conclusion. La mobilité, l'accès à la mobilité, y compris en dehors des centres-villes, c'est un sujet de tension sociale, c'est un sujet très sensible auprès des Français. Est-ce que ça l'est davantage lorsqu'on est en grande agglomération ou pas ? Est-ce que ça l'est davantage ? Vous voulez me faire parler des gilets jaunes, évidemment. Ça l'est davantage. Je dirais que ça l'est davantage si on considère que utiliser la voiture, c'est mal et qu'on tient uniquement un discours culpabilisant sans rien proposer à côté. Si on regarde des territoires qui sont aujourd'hui hyper actifs sur la question de la mobilité, je dirais que dans ces territoires-là, non, la mobilité n'est pas une problématique. Je voulais simplement parler de dépendance à la voiture. Avec une collègue chercheuse, Aurore Flippo, on a réfléchi à la définition de ces territoires dépendants de la voiture et on considérait que les territoires dans lesquels il y avait une vraie action politique en faveur de mobilité durable nous amenaient à considérer que ce n'étaient plus des territoires qui étaient dépendants de la voiture. Donc, y compris dans ces territoires ruraux et périurbains, on peut avoir des territoires non dépendants de la voiture, dans lesquels il est possible d'envisager autre chose que la voiture. Et simplement pour ajouter, parce que dans les tables rondes précédentes, j'ai entendu beaucoup de réticence face à cette politique de mobilité durable, avec des intervenants qui disaient que les entreprises n'étaient pas prêtes, les citoyens ne sont pas prêts.
Ne nous leurrons pas, aujourd'hui, les personnes qui vont habiter en rural et en périurbain n'ont pas envie de devenir dépendantes de la voiture. Elles attendent de leurs élus des actions en faveur de mobilité plus durable. Elles attendent des offres de vélos en location longue durée, de covoiturage, d'autopartage. Donc travailler sur ces politiques en faveur de mobilité plus durable, ça répond à des attentes de citoyens. Jean-Baptiste Schmieder, les tensions sociales plus exacerbées en agglomération? Oui, de fait, il va y avoir des contraintes. Les ZFE, par exemple, c'est en train de s'étendre le périmètre des ZFE, mais c'est sûr que c'est des contraintes aujourd'hui plus fortes sur les grandes agglomérations où effectivement les gens devront changer de voiture ou trouver d'autres solutions. Donc c'est sûr que ça peut être générateur de tensions. Après, c'est des signaux qui sont donnés à la fois aux élus et aussi aux habitants pour dire il faut envisager d'autres solutions et trouver d'autres solutions. Et moi, je suis assez optimiste sur les territoires quand je vois comment certains élus et même des fois certains collectifs d'habitants se saisissent de ces questions-là, recréent du circuit court dans leur village, covoiturent ou font de l'autopartage même spontané, même sans solution technique. Je pense qu'aujourd'hui, les habitants sont prêts. Il y a aussi un effet de génération par rapport à la dépendance à la voiture. Les jeunes cherchent d'autres solutions, sont beaucoup plus prêts au partage. Et je pense que cette solution cette situation qui est effectivement tendue pour l'instant, va s'améliorer progressivement. Une des questions, c'est effectivement sortir du zonage où on était avant, avec des zones d'activité à perte de vue, des zones commerciales à perte de vue et des zones d'habitat et qui se regroupent pas, et on est obligé d'avoir la voiture pour passer de l'une à l'autre, quoi. Julien, le mot de la fin peut-être sur cette tension Je pense qu'on est globalement là au cœur du sujet. En fait, les prix de l'énergie vont continuer à augmenter. Donc tout ce qui concerne chèque carburant, chèque inflation, etc., c'est une course vers l'infini qui ne mène absolument nulle part. Les prix vont continuer à augmenter. Quand on sera sur l'électrique, il va bien falloir taxer l'électrique parce que sinon l'État n'aura plus de ressources. Donc de toute façon, la mobilité va continuer à coûter cher, de plus en plus cher. Et en fait, la seule solution, plutôt que de la subventionner par coup de chèque de 100 € quand les tensions montent, c'est quand même de la rationaliser et de diviser immédiatement son coût par 3 en partageant la voiture. C'est quand même le plus simple et peut-être, en tout cas, c'est un peu la seule solution que je vois qui a l'air d'avoir un caractère un peu pérenne. Bon, bien, merci en tout cas pour vos interventions. C'est la fin de cette table ronde, mais c'est aussi la fin du Forum Zéro Carbone. Merci à tous et puis à très bientôt.